Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 68e épisode des UBistes. Je suis ravi de vous retrouver malgré ce week-end un peu terne pour nos équipes puisque l'UBB, vous le savez, a perdu ce dimanche soir. Mais les Lions avaient fait de même à Clermont samedi. Mais je suis quand même rassuré de retrouver celui qui a fait une petite coupure depuis la 60e dimanche soir. Il a arrêté Internet. Comment ça va Yann? Bah très bien. Ouais, j'ai fait une petite diète médiatique comme Urios. Ouais, est-ce que c'est la diète médiatique comme Urios ou est-ce que c'est la coupure comme Mignoni? Non, ça va, je suis pas en burn-out. Quand même. Ouais, ça, t'as juste décidé de couper les réseaux pour pas t'énerver, quoi. Ouais, voilà, tu vois, parce que effectivement, j'aurais été peut-être un peu plus tendu. Donc du coup, ça m'a fait du bien. Ouais, mais il faut de temps en temps, hein. De toute façon, ça reste que du rugby, donc si c'est pour se mettre dans des états pas possibles, ça sert à rien. On remercie Siri pour le tip de la semaine. On vous rappelle que la cagnotte est disponible, ça nous aide énormément à chaque fois que vous nous versez un petit montant, aussi petit soit-il, c'est très utile pour nous pour développer le projet UBBist. Le titre, vous l'avez vu, c'est Le moral en Béarn. C'est les aides sur Instagram qui nous l'a envoyé. Il n'y a pas eu de vote cette semaine parce que on est un peu charrette au niveau emploi du temps pro et perso. Donc on n'a pas eu le temps de faire de vote. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que là on en a reçu beaucoup. Alors, c'était assez évident parce qu'il y avait pas mal de mots, de jeux de mots avec Pau, le Béarn, etc., la sauce, tout ça. Donc merci à tous ceux qui participent chaque semaine. C'est très sympa. On va pas tergiverser, si ce n'est que vous pouvez, n'oubliez pas, vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter et compagnie. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs les épisodes avec vos avis, vos ressentis sur YouTube. Ça peut être pas mal que ce soit un peu notre plateforme pour échanger et ça nous permet, nous, de faire rendre plus visible ces épisodes sur YouTube et nous aider avec l'algorithme. Voilà pour la petite intro. Place au résumé du match. Et ce dimanche soir, l'UBB défiait le deuxième de ce top 14, la section paloise au hameau. Et on a d'abord cru tenir le bon bout avec un essai refusé à Woki sur un délice de passe de Maxime Lamotte. Mais c'est finalement l'essai de Marco Gazzotti à la 13e minute. L'essai de Woki, pardon, avait été refusé. L'essai de Gazzotti à la 13e. On se dit que on est dans le match et qu'on va pouvoir dérouler, mais des erreurs bêtes pour être light permettent aux Palois de répondre très vite par Decron puis Ewatt avant que Woki cette fois-ci voit son essai. J'ai pas le mot. C'est accordé. En plus. Accordé. C'est le, Ouais, c'était simple quand Ouais, même. c'était pas le mot le plus compliqué, mais écoute, hein. C'est la fatigue. Woki nous voit son essai à accorder. Ouais, faut que j'arrête de me détacher de mes notes parce que ça va pas du tout. Et donne un second souffle à l'UBB. Moi aussi, j'ai bien besoin d'un second souffle qui revient à 2 longueurs de peau. Mais le carton jaune d'Huberti va obliger nos joueurs à faire le dos rond jusqu'à la fin de cette période puisqu'il prend un carton à la demi-heure de jeu et on va encaisser que 3 petits points jusqu'à la fin de cette période. Score à la mi-temps 17-12 et ce sont les Bordelot-Béglé qui vont frapper les premiers à la 52e suite à l'entrée du banc par Buros et revenir à hauteur des Béarnais. Mais finalement, peu après l'heure de jeu, 2 banderilles placées par Grand Didier et Robson vont éteindre les espoirs de l'UBB qui prendra même un essai casquette ensuite par Seneca à la 73e. Le score final est lourd, 39-17. L'UBB rate le coche de cette 18e journée. Et je vous propose, comme pour toutes les défaites, qu'on commence par les points positifs. Et avant de commencer les points positifs, on va dire un petit mot sur Pau, Yann. Un petit hommage un peu sur cette belle équipe de Pau, qui avait bien ciblé ce match, parce que c'est vrai que c'était pas évident pour eux, parce qu'ils avaient ils auraient pu se mettre dans une mini crise, hein, tout est relatif, hein, mais après cette défaite à Perpignan, si tu perds en plus à domicile pour le place du top 2, ça aurait pu te faire mal à la tête. Et je pense que les hommes de Piccheroni se sont bien remobilisés et ils ont pas mis la même intensité qu'à Perpignan. De toute façon, on l'avait évoqué, le top 14 c'est très dur. Et c'est vrai que chez toi, les équipes elles veulent vraiment te fracasser et tu as un peu ce supplément d'âme qu'on voit pas souvent.
à l'extérieur. Et là, c'était frappant. Ils avaient l'air plus forts en fait. Donc peut-être qu'individuellement, ils sont pas forcément plus forts, mais tu vois, dans l'intensité, je trouve qu'ils mettaient beaucoup plus impact. J'ai en mémoire, tu vois, Maximin, le second ligne qui a très bien évolué depuis les débuts, depuis ses débuts à Pau, qui devient bien plus mobile. Je pense que l'équipe de France et les objectifs de l'équipe de France lui font un bien fou. Et c'est un mec qui finit à 24 plaquages. Alors 23 sur 24, il en loupe qu'un. C'est quand même assez énorme pour un joueur de son gabarit. Et surtout, il a cassé notamment pas mal de charges. Je pense notamment on en parlera après, à la rentrée du banc. Je trouve qu'il a fracassé quelques mecs de chez nous. Et puis après, j'ai noté qui comme joueur, Desperes, franchement, alors c'est pas le meilleur en défense, mais on s'en fout en fait. Pour le coup, il maîtrise parfaitement le système qu'on lui donne. Il a un jeu au pied qui est très bon. Il fait quand même 3 50-22 Il en fait donc deux. dans le match. 2. Ah, je croyais 3. Après, il en fait deux, mais il y a deux coups de pied qu'il fait, ou s'il fait un 50-22, c'est pareil, mais c'est vrai que le rebond fait que le ballon sort pas. Un en Ah oui, première c'est vrai. mi-temps et un en deuxième mi-temps, mais au final, il n'y en a que deux. Tu as raison. Ouais, c'est sur en première mi-temps que j'ai zappé. Et ouais, même sur les chandelles, elles sont toutes bonnes. Il anime super bien. Franchement, c'est un super joueur et on voit le temps qu'il faut pour un 10. Parce que lui, il est quand même, mine de rien, il a 23 ans. Il n'a pas toujours été aussi performant et il est déjà à 70 matchs, que ce soit top 14, Challenge Cup, enfin du moins en pro à Pau. Et c'était un mec qui était pas mal décrié hein, il y a 1 ou 2 ans, même par certains supporters palois, parce que forcément il faisait pas le même mail qu'un mec expérimenté comme Simons. Là, tu vois, même il y en a qui étaient inquiets que ce soit lui le titulaire après la blessure de Simons. Et là, je pense que même si Simons revient, il y a une possibilité que Simons retouche plus le maillot parce que forcément il est impressionnant, il s'intègre bien dans ce système, il est fort, c'est un bon buteur. Donc ouais, chapeau à ce joueur qui évolue très très bien. Donc voilà, belle équipe de Pau qui a su en fait, qui a fait un jeu qui nous ressemble pas mal, c'est-à-dire fort dans l'occupation pression et très fort en contre-attaque. Ouais, et puis ils ont aussi une grosse défense. Tu l'as mentionné avec Maximin, mais c'est vrai que il y a cette séquence en première mi-temps où on a je ne sais combien de temps de jeu et on garde la balle et on est complètement stérile au niveau de leur 22. Finalement, ça se termine par un grattage de peau. Et vraiment, on n'a pas su trouver les arguments pour les contrer. Tu as mentionné Ewat, on peut mentionner Grand Didier, la rentrée de Robson aussi, l'expérience. Clairement, les deux essais, celui de Grand Didier et celui que Robson met le long de la ligne, c'est à l'expérience. Et clairement, il a vu la brèche. Ouais, grosse équipe. Moi, je suis assez persuadé qu'au complet, on peut les battre. Après, il leur manquait eux aussi du monde. Il leur manquait Broboiry, Atisogbe et Gaëton. Nous, il nous manquait quand même le meilleur 10 du monde et le meilleur 11 du monde, mais bon, ça c'est autre chose. Et De Porter aussi. Mais j'ai hâte de voir un match de phase finale si on joue contre eux. Ça peut être vraiment sympa, parce que là, du coup, on va avoir deux revanches à prendre. La première défaite était plus serrée à domicile, mais là, on craque quand même sur les 20 dernières minutes sur pas des détails, mais c'est vrai que les 50-22, enfin vraiment, ils nous ont marché dessus pendant 20 minutes à la fin. Mais très belle équipe, ouais. Franchement, chapeau. Et on a un joueur qui va chez eux, et c'est plutôt un bon choix. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis Kolasvili Carrément. aussi qui nous a fait malin sur deux mêlées. Franchement, enfin, disons, ils ont une bonne équipe. Et puis il y a même, ils peuvent même se payer le luxe de pas faire jouer Jolmes, quoi. Exactement. Non, mais c'est vrai que ça tourne bien. Et puis, tu as cité Watt, effectivement. Jamais évident, hein, ça reste un troisième ligne, il bascule en 12. La première fois que je l'avais vu à Toulon, il mangeait un peu trop le ballon et donc Gailleton avait pas eu de ballon. Là, je l'ai trouvé très bien dans le système. Tu vois, il développe même sa polyvalence. Donc ouais, c'est une équipe qui est sûre de ses forces. Après, je suis pas inquiet hein, si on les retrouve dans des matchs couperés. Je pense qu'on sera toujours favori, à part si on joue chez eux. Mais on a quand même, enfin, il- on va en parler après, mais il faut pas que ce genre de défaite nous fasse croire qu'on est devenu une équipe de nulle. Voilà. Je pense qu'on a toujours des certitudes. Effectivement, là, il y avait peut-être, être dans le rugby. De toute façon, parfois, c'est pas grand-chose. Hein. L'équipe qui en le veut plus, eh ben, c'est celle qui gagne, quoi.
Ouais, et pourtant, première mi-temps, bah, d'ailleurs, ça peut être un point positif, mais j'ai trouvé que dans le combat, on y était. Et tu regardes la première mi-temps, c'est quand même un sacré combat entre deux équipes qui en veulent, quoi. Effectivement. Bah, d'ailleurs, même sur cette première mi-temps, hein, pour moi, je pense que la stratégie qu'avait établi Bru, parce que parfois, tu vois, on le critique quand on perd, on dit ah il a fait un mauvais coaching, etc. Là, pour le coup, je trouve que la stratégie qu'il a mis en place avec cette équipe qui peut tenir le ballon en première mi-temps ou même pendant les 50 premières minutes, qui a réussi à faire des décalages, puisque à la 52, avant que le banc rentre, on est à 2 ou 3 essais, parce qu'après Buros le fait en même temps que le banc rentre. Donc tu fais plus que tenir la route, tu es à 17-17, tu loupes 4 points au pied, donc tu peux être devant Pau et tu fais rentrer tous tes gros porteurs. Donc là, je pense que dans l'esprit de Bru, c'était vraiment pour remettre de l'avancée sur une défense qui a cravaché pendant 60 minutes parce qu'on a fait énormément de temps de jeu. Voilà, tu vois, casser ses lignes de défense et pour ensuite après finir avec des Moefana, des Madoche, etc. Et malheureusement, ils ont réussi en fait à casser cette entrée. Mais tu vois, globalement, comme tu le dis, déjà la stratégie, je trouve qu'elle était bonne. Et la première équipe, enfin les titulaires, je trouve qu'ils sont quand même plutôt bien comportés collectivement parce ils sont plus que dans le match en fait à la 60e quoi, avant cet essai de Grandidier après une petite erreur alors qu'on a une possession pour chez nous dans les 50 quoi. Donc Je suis assez d'accord, et c'est vrai que à la mi-temps, on tourne à -5 alors qu'on a joué 10 minutes en infériorité numérique, qu'ils ont une touche dans nos 5 mètres à la sirène, et on se dit, bah en fait là, on a fait peut-être le plus dur parce que on a joué en infériorité numérique, il y a le banc qui va arriver, on se dit qu'il y a la place, on est qu'à -5. On arrive à égaliser par Buros, donc on se dit, bah là il reste quoi? Il reste un peu moins d'une demi-heure, c'est bon, ça va fonctionner, le pari va être gagnant. Et en fait, je suis assez d'accord avec toi que c'est, je pense, la stratégie qu'il fallait adopter, mais sur ce match-là, ça n'a pas fonctionné. On y reviendra après parce que je pense qu'on n'a pas assez servi les joueurs qu'il fallait aussi. Mais c'est vrai que le banc paraissait tellement plus costaud que celui de la section. Et pourtant, c'est des Robson, c'est des Harfeuil qui sont venus faire des différences en fin de match, quoi. exactement, ouais. Non, mais c'est ça. Tu regardais les deux bancs, tu dis putain, c'est bon, on va finir les 20 ou 30 dernières minutes avec un banc costaud. On va commencer à remettre de l'avancée. Un peu ce qu'on avait fait au Racing, tu vois, où on les a fait péter, où on avait fait rentrer du Big Ben, Caso, je crois qu'il y avait du Prez. Enfin voilà, on avait fait rentrer toute cette cavalerie et physiquement, ils avaient complètement implosé parce que ils subissaient les contacts. Et en fait, là, ils ont réussi à répondre à ça et nous, on n'a pas su mettre l'intensité. Donc, ouais, pour moi, la stratégie était bonne. Et en plus, je pense pour le coup, on a bien travaillé parce que quand on faisait la preview de ce match, il y avait des secteurs où on savait qu'il fallait être performant. Alors, on n'a pas été performant à tous. Je pense notamment les ballons hauts, même si on s'est plutôt pas trop mal organisé en première mi-temps sur la retombée, puisque les essais qui viennent de Gazzotti, ça vient d'un ballon lâché, et donc il y a eu pas mal de rebonds comme ça où on a pu le bonifier. Mais surtout là, c'était la touche. On sait que c'est une rampe de lancement très importante pour Pau. Là, on a été extrêmement performant. Je crois ils perdent 4 touches. Donc pourtant, ils avaient Oradou qui est vraiment un sauteur de très haut niveau, mais entre Woki, Matthew, Coleman, on les a Pas vraiment lui. embêtés. Pas lui aussi, ouais, tu as raison. Et les porter. Finalement, en fait, ils ont très très peu avancé, voire pas du tout avancé sur ce secteur où ils sont extrêmement performants. Donc ça, donc je pense qu'il y a l'organisation, la stratégie, le travail qui a été fait pour contrer les points forts de Pau, on l'a fait quoi. Mais il manquait peut-être un petit truc, et après on en parlera un point négatif, mais je pense qu'on a tout fait pour pas gagner un match à l'extérieur, tu vois. Ou en tout cas, les trucs qu'il faut pas faire pour pas gagner à l'extérieur. Donc, mais ouais, Conquête la touche quand même, encore une fois, hyper impressionnante, hein. Ouais. Pour le coup, ça va être une vraie arme. Ça va être une vraie arme, quoi. Ouais, et puis même en touche offensive, j'ai souvenir d'un ou deux contres, mais pas plus. Ça a été relativement très propre. En défense, en contre, tu l'as dit, moi, Coleman, j'ai bien aimé son match. Manque peut-être d'impact en attaque, mais en défense, je trouve qu'il s'est bien envoyé dans le combat. Peut-être un petit bémol sur les contres où, par exemple, la première touche,
Il se fait sanctionner d'un bras cassé parce il est dans le couloir. Et en deuxième mi-temps, il y en a un où il retombe sur le lifter palois et où là c'est pénalité et du coup ça coûte très cher. Donc non, non, la conquête a été bonne. En tout cas, la touche a été bonne. La conquête, on y reviendra après en règle générale, parce qu'en mêlée, ça a été peut-être un peu moins bon. Peut-être en termes d'individualité, qui est-ce que tu as particulièrement aimé, toi, si tu as aimé des joueurs? Alors, tu vois, dans la réponse de l'intensité, j'ai trouvé Sadi très bien. Alors, on en parlera après sur les mêlées, et bon, je suis pas tout à fait d'accord avec bon, toutes les interprétations, mais bon, ça c'est du détail. Par contre, vraiment, lui, il commence vraiment à progresser, c'est exponentiel, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque match, je trouve qu'il est de plus en plus fort. Là, l'intensité qu'il a mis dans les plaquages, je pense qu'il est au moins à 2 ou 3 plaquages offensifs, et ça a été un des rares, en fait, à casser un peu cette dynamique paloise en défense, en mettant des gros timbres. Alors Coleman l'a fait, mais ça on a l'habitude. Mais ça dit vraiment, il devient de plus en plus intéressant. Et après en attaque, il arrive toujours à bien porter le ballon. Donc vraiment lui, c'est un et même tu vois, alors c'est pas un joueur qui va gratter, mais c'est un joueur qui est très pénible parce qu'à chaque fois il va repercuter et à chaque fois les molles, enfin les rucks sont un peu perturbés. Donc je suis vraiment content de son match. Et après aussi un joueur que j'avais un peu pointé du doigt contre Castres. Alors là ce sera pas devant mais ce sera derrière. Van Resbourg qui avait loupé énormément de plaquages et là je l'ai trouvé très solide dans ce secteur. Je crois qu'il a 100% au plaquage. Donc c'est plutôt extrêmement positif. Après, il a toujours bon cette force en attaque, mais c'était en défense où je l'attendais le plus parce qu'il était vraiment passé à côté. Enfin, passé à côté. Ça va, c'était pas non plus un drame, mais il s'était fait breaker une ou deux fois, qui avait entraîné un essai, notamment. Je crois que c'était Botitou qui était passé entre lui et la Harague. Donc bon voilà. Euh, Plutôt content de son match défensif. Ouais, Van Rensburg qui fait un grattage du coup en début de match. Sa percée, si Poirot traîne pas dans la ligne, bah, finalement elle est quand même très très bonne. Il gagne 15 mètres et derrière ça amène à laisser refuser de Woki. Donc ouais, non, Van Rensburg, bon match, mieux que son compère du centre, peut-être qu'on y reviendra. Moi j'ai bien aimé bah, la troisième ligne dans son ensemble, mais Mathieu Gazzotti ils sont quand même donnés, ils sont envoyés. Alors peut-être pas les percés ou en tout cas moins flamboyants que sur certains matchs, mais en tout cas dans le combat ils étaient là, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Qui est-ce que tu as d'autres Il me semble que tu avais Buros aussi. Ouais, Buros, je trouve que bon, il fait deux petites scories euh, dont une qui coûte un peu cher, hein, où il arrive pas à retrouver Big Ben et donc après on prend ce contre. Et il y avait aussi un coup de pied contré où on repart dans notre camp. Mais globalement, je le trouve de mieux en mieux là. Tu vois, je le trouve assez serein sur le fond de terrain. Il arrive à refaire des différences en attaque hein, quand il marque son essai. Voilà, lui, ça va être un joueur extrêmement important pour cadrer ce fond de terrain. Je pense qu'avec lui, Louis, on doit pouvoir, avec lui, Louis et Mathieu, on va pouvoir maîtriser un peu ce fond de terrain et compenser parfois des duels qu'on perd sur le jeu aérien. Donc, je suis très content de le revoir à ce niveau-là. Et quand il est à ce niveau-là, enfin, de toute façon, il n'y a pas photo, on le savait, hein, mais c'est le meilleur 15 de l'UBB et on est bien content qu'il ait prolongé. Ouais, complètement. J'ai vu des commentaires sur sa presta ou des notes, tu vois, dans des médias où ils mettent des 3 sur 10, des trucs comme ça. Alors qu'effectivement, sur les ballons hauts, je l'ai trouvé très serein. Enfin, pour le coup, il y en a un où il a la lutte et il fait un en avant. Je pense que c'est un peu 50-50. Mais globalement, il fait une chandelle à la 30e où il la récupère derrière. Même en début de match, il capte bien un ballon. Vraiment, sur la couverture, je l'ai trouvé très bien. Finalement, le 50-22 que fait Desperes, c'est sur Ayassi. Non, non, et comme tu dis, moi, je trouve qu'il nous rassure vraiment. Il s'intercale bien aux côtés de la RAC pour marquer son essai. Enfin, oui, il y a effectivement cet en avant, enfin en tout cas cette connexion mal faite avec Big Ben, mais en même temps, qu'est-ce que fait Big Ben ici? Enfin, il y a un truc qui va pas là-dedans, qui amène derrière un essai palois, puisque derrière c'est tapé au pied et puis ils ont une touche dans nos 10 mètres parce que Penaud, je crois, la dégage en touche. Mais, Exactement. et il fait un en avant aussi, mais sur une passe un peu hasardeuse de Max Lucu en début de mi-temps. Mais globalement, moi j'ai trouvé son match très bon. Enfin, j'ai rien à redire sur la perte de Buros. Et je vois des commentaires
qui décrit un peu cette perf-là et je comprends pas tellement. Pareil, au global, sur les ballons hauts, je sais que toi, tu l'as mis plutôt en point négatif, mais moi, je le mettrais plutôt en point positif. C'est que on n'a pas été tant mis en danger que ça. Là où j'ai trouvé qu'on a été beaucoup plus baladé, mais on reviendra après, c'est plus sur le jeu au pied, mais pas nécessairement sur les ballons hauts en tant que tel, pas sur les chandelles. En tout cas, sur la lutte aérienne, j'ai trouvé qu'on était présent. Par contre, sur la couverture et le jeu au pied et plus l'aspect coup de pied stratégique, là, j'ai trouvé qu'on était malmené. Non, mais enfin, j'ai peut-être un peu le syndrome de Dylan. C'est que, c'est qu'en fait, je pense que la claquette de Penaud m'a fait flinguer un peu le cerveau, tu vois. Et donc, du coup, j'ai retenu que ça. Mais effectivement, t'as raison. Il y a eu beaucoup de. Alors après, il y a le dernier essai où Warfeuille récupère bien et sur la tête de Max. Mais globalement, effectivement, on les a gênés. Parfois, à la limite de la légalité, on a eu, je pense, un peu de Ouais. chante sur ouais, Bah, sur Gazzotti, c'est les, limite. sur les deux essais qu'on marque en première mi-temps, c'est Gazzotti et Rayassi qui sont à la lutte avec Grandidier. Alors Rayassi, ça me choque moins. Mais les deux, il y a du Mais contact, quoi, en tout cas, sur la lutte. mais Gazzotti, les attitudes sont pas très belles. Autant Rayassi, il y a quand même la lutte, il a les bras Oui, il est tendus, un peu il plus essaie d'être aérien, ballon. c'est que... Mais alors Gazzotti, je sais, bon voilà. Donc ça fait partie. L'arbitre nous a pas volé. Hein. Je tiens à le préciser. Il y a des actions où c'était Où aussi on dans s'en notre sort sens. bien, ouais. Oui, bah après, Mais ça, de toute façon, à chaque match, l'équipe qui perd, tu vas avoir 10 000 commentaires, l'arbitre est un voleur, les arbitres de top 14 sont nuls. Euh, forcément. c'est équilibré sur le match, hein, en vrai. Mais voilà, mais effectivement, c'est vrai qu'on et j'ai bien aimé aussi l'organisation qu'on a essayé de mettre en place, même si c'était pas toujours clair, à la retombée des ballons. Et c'est vrai qu'on marque 2 essais comme ça. Donc c'est plutôt intéressant. Et de toute façon, c'est ce qu'il faudra faire parce que de plus en plus, il y a ces équipes enfin des équipes vont jouer ces duels aériens comme ça. Je pense notamment aux équipes britanniques qui vont vouloir nous imposer ça parce qu'elles sont peut-être dans leur ADN plus fortes là-dessus. Mais voilà, je pense qu'on a les armes pour bien répondre. Après, tu vois, il faudra qu'on trouve une organisation parce que 2, 3 fois c'est Gazzotti qui se trouve dans cette zone-là. Je sais pas si c'est le plus facile pour lui, tu vois, pour un troisième ligne face à un grand Didier qui est vraiment beaucoup plus aérien. Après, je trouve que ça Voilà, fait, ça fait 2-3 matchs qui montrent qu'il. Alors, effectivement, il n'est pas aérien. Par contre, je trouve qu'il les sécurise bien, dans le sens où il les attrape bien et il fait moins de fautes de main que certains avant. Donc, ça, je suis d'accord. pourquoi pas. Mais vraiment dans ces trucs courts là, tu vois, je comprends pas pourquoi c'est pas un ailier. Effectivement, je l'aime bien quand il est en fond de terrain à côté de Buros et que après lui il peut sécuriser ce ballon parce qu'il a un peu plus de temps et eux ils ont un peu plus de retard sur la montée. Mais là dans cette zone qui est un peu la zone 2, tu vois, en rideau 2, généralement c'est soit des neufs ou les ailiers qui se replacent et c'est vrai que ouais, il s'est retrouvé 2 ou 3 fois dans le feu. C'était pas forcément hyper évident pour lui, quoi. Bon, après, de toute façon, on perd pas son match là-dessus. Mais effectivement, comme on l'avait évoqué, c'est vrai que ça fait voilà les portées et les ballons hauts, ce que tu signales. Je trouve quand même qu'il y a eu un travail qui a été fait et c'est plutôt positif. Je pense qu'on perd pas du tout le match là-dessus. On perd pas le match sur les points forts de Pau, ou en tout cas sur ces points forts-là. Je suis d'accord. Après, enfin, si, un peu sur le jeu au pied, mais pas sur ça. Et pas Ouais. sur qu'on effectivement après les remplacements. Là, c'est vrai aussi. Ça, c'est un truc. C'est une différence majeure avec un Louis qui a un QI rugby qui est extraordinaire et qui arrive à anticiper et en plus, si même il a un retard, il compense avec sa super vitesse. Et c'est vrai qu'on le voit pas quand il joue, mais plusieurs fois, il fait des retours pour éviter des 50-22, mais il va tellement à 1000 à l'heure et t'as l'impression qu'il est super bien placé, mais en fait peut-être qu'au départ il était un peu en retard, mais il arrive à compenser et parfois il anticipe super bien. C'est vrai que ça, tu vois la différence quand t'as un Rayassi ou peut-être même un Manoj Tomboué qui a une grande vitesse. Sur le Q rugby et sur ses placements, notamment ses replis défensifs, il y a une grosse différence. Hein. Louis, et bon, de toute façon on le sait, hein, c'est un joueur de classe mondiale, donc Ouais, pas un mauvais joueur. il est pas mal. Pas mal. Mais il était pas là. Bah, Mais il était... je te propose qu'on passe au point négatif. Oui. Et c'est parti pour les points négatifs. Bon, ballon haut, du coup, on a un peu évacué le sujet. Moi, je voulais commencer par le banc. Ce qui devait être un point positif a finalement été un point négatif.
trouvais que en fait, les gros porteurs que tu fais rentrer, soit tu les sers pas, et j'ai trouvé le match de Ben Tamifuna, enfin, il a été invisible, quoi. En tout cas, offensivement. Il a dû faire deux passes en pivot, une charge. J'ai noté sa première percussion en attaque, ballon en main, c'est à la 70e minute. Il rentre à la 46e. En fait, j'ai pas compris pourquoi on ne les servait pas plus. Donc je pense que là, il y a aussi un problème au niveau de la charnière et de l'organisation de jeu. Mais même quand on a pu servir à un Cyril Cazot, il s'est un peu éteint au contact. J'ai trouvé l'entrée de Cyril Cazot, et pourtant j'adore le joueur, enfin même j'adore Ben Tamifuna aussi, hein, c'est pas le sujet, mais j'ai trouvé que les deux entrées de ces joueurs-là qui auraient dû amener de l'impact physique, ont rien amené du tout. Ouais, c'est ça. On s'est fait éteindre. Et alors je sais pas, je peux pas l'expliquer si c'est juste une histoire de forme, notamment pour Caso, parce que bon, c'est clairement un joueur qui est très fort là-dessus, hein, qui nous fait énormément de bien. C'est un des gros porteurs du club. Donc bon, ben ça arrive, hein, les non-matchs, mais effectivement, je pense que ça fait partie ce banc de notre défaite, quoi, parce que le banc n'a pas apporté ce qu'il aurait dû apporter. Et même, tu vois, Yoram n'a pas non plus apporté autant qu'on aurait pu. Ouais, enfin, je fais le nom de la tête. Je suis pas tellement d'accord, hein, parce que pour le coup, il a gagné des mètres, Yoram. Si tu veux, oui, il t'a pas traversé le terrain, mais par contre, j'ai trouvé que offensivement, il arrivait à faire des petites différences pas suffisantes à lui seul. Mais j'ai trouvé quand même que à chaque fois qu'il portait le ballon, il était dangereux, mais ça n'a jamais suffi à embrayer sur quelque chose de plus abouti. Mais je l'ai trouvé quand même. Si tu veux comparer à la première mi-temps de Pablo, par exemple, j'ai trouvé qu'il était quand même beaucoup plus impactant. Ouais, non, mais ça oui, non, effectivement. Mais de toute façon, on y reviendra. Mais Pablo a fait quand même un match qui était pas bon du tout. Mais tu vois, je sais pas, en fait, c'est toujours pareil parce que là, on raisonne un peu en individualité, mais en fait, c'est ça, c'est qu'on, en fait, je pensais qu'avec Moefana, même Madoche, Big Ben, Caso, en fait, on allait systématiquement avancer et mettre Pau sur le reculoir, ce qui n'a pas été le cas. Et et en fait, je pense que il y a des erreurs qui arrivent parce que on n'a pas fait assez reculer la défense, tu vois. Je pense à l'essai de Grandidier, Buros qui joue, on joue tous à plat et après il trouve pas de solution, mais je pense parce qu'on n'a pas assez en amont fait reculer cette défense et donc après, ben forcément, eux, ils sont sur le reculoir, etc. Et c'est vrai que clairement, ce banc-là a été trop neutre et c'est finalement le banc de Pau qui s'est plus illustré entre, ils ont tous marqué quasiment entre Robson, Seneca. C'est vrai que c'est ce banc-là qui nous a mis plus en difficulté alors que quand tu regardes la compo, franchement, je pensais que vraiment que si on était dans le match à la 60e, ça allait pouvoir basculer dans l'autre sens, quoi. Mais ouais, et ça l'a pas fait. Non, non, et pour continuer sur le banc, tu as mentionné Madoche. Pendant le match, je me suis dit, c'est cool, il a la hargne, c'est un des seuls, enfin, un de ceux qui montre qu'il a envie d'y aller. Sa petite étincelle aurait pu amener un essai, et tu vois, c'est le seul jeu au pied à suivre qu'on a fait limite dans le match. Donc il a apporté quelque chose de nouveau, vraiment le côté factory qu'on attend. Et en re-regardant le match, je me suis dit, finalement, certes, il amène quelque chose de différent, mais il n'est pas capable d'aplatir ce ballon. Quand, et je crois que c'est ça qui t'a fait vriller, mais quand sur le renvoi, il part avant le coup de pied de la règle, que tu te prends du coup une mêlée contre toi aux 50 mètres, enfin, en fait, du coup, il a coûté, mine de rien, très très cher, et il a raté l'immanquable. Donc, tu vois, pareil, ça fait partie du banc pour moi qui n'a pas apporté du tout, et même l'apport est négatif par rapport à ce qui était déjà sur le terrain. Retière, pareil, je l'adore, mais en neuf, enfin, est-ce que sur un banc 5 plus 3, il faudrait pas mettre un vrai neuf type Uto? Alors, je sais pas si tu as pu voir, toi, vu que tu es parti un peu avant la fin, mais du coup, Retière en neuf, moi, j'ai toujours du mal. Donc, je l'adore sur les ailes et je le trouve ultra précieux, mais c'est vrai qu'en demi-mêlée, je trouve qu'il a moins d'impact, et que du coup ça te fait décaler Lucu en 10. Mais bon, si tu mets Uto, ça servira même, tu mettrais quand même Lucu en 10. Enfin voilà, le banc vraiment là-dessus raté, même si sur le papier on était tous d'accord pour dire que c'était ce qu'il faut faire, quoi. Ouais, carrément.
Et puis après, bon, Madoche aussi, on peut trouver. Il y a toujours le bon. C'est pas une excuse qu'on lui cherche, hein, mais forcément, hein, même si c'est un joueur qui connaît bien le club, il est arrivé il y a une semaine et demie, quoi. Donc forcément, il faut qu'il prenne ses marques. Il faut qu'il retrouve un peu de confiance. C'est un joueur qui, je pense, a très très mal vécu son séjour à Montpellier. C'est un joueur qui voulait probablement rester au club. Donc je pense qu'il à la fin, il nous fera du bien parce qu'il avait quand même ce côté assez extraordinaire où sur rien il crée des trucs. Donc voilà, je suis pas inquiet. Il va nous rapporter des points et il va permettre de remplacer, alors bien sûr pas la même qualité, mais permettre de faire reposer Louis, notamment dans des matchs quand on sera avant la Champions Cup, pour qu'on puisse avoir un Louis en entier pour la fin des, enfin pour les moments importants, quoi, que ce soit les phases finales. Je suis d'accord, c'est que. Alors, j'ai pas aimé du coup l'apport sur ce match parce qu'il est plutôt négatif. Mais par contre, il m'a rassuré dans la vitesse qu'il peut amener. Enfin, vraiment, on savait pas bien Physique. s'il était en état physique parce qu'en fait, il jouait plus du tout à Montpellier. Et en tout cas, ça m'a rassuré. Je me dis, il peut y avoir de belles choses venant de Madoche jusqu'à la fin de saison. Donc, c'est plutôt rassurant. Collectivement, tu voulais revenir aussi, tu l'as mentionné déjà, mais sur le fait qu'on a fait un peu toutes les boulettes possibles pour ne pas ramener de points de l'extérieur. Ouais, c'est ça. En fait, tous les points qui sont importants pour amener des points, les sorties de camp, on se fait 2 sorties de camp où après on reprend des points et on se fait avoir. Donc il y a Coleman où on se fait bloquer. Il y a une, alors c'est pas vraiment une sortie de camp, mais c'est le fait que, enfin il y a sortie de camp plus faute débile, parce que sa faute débile, parce que on n'a pas fait énormément de fautes sur le match, mais Rayassi qui va 2 fois me charger. Une fois le bloc saut et une fois il va me pousser au radou. Mais alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui branle? J'ai pas compris. Ouberti qui monte comme une balle, mais bon, qui me retourne ma dox. En plus, enfin, on a de la chance hein, parce que à cette vitesse, avec le jeu, enfin la hauteur de Maddox, en fait, ça peut faire rouge hein, si jamais il bascule encore plus. Mais j'ai pas, j'ai pas, Donc quand tu vois le ralenti, t'as l'impression qu'à aucun moment il regarde le ballon en l'air, tu vois, et qu'il a pas tellement conscience du point de chute. C'est oui, très très bizarre et effectivement, tu vois, beaucoup parlent de l'arbitrage. Il y a certaines décisions où vaut mieux qu'on se taise et qu'on dise merci monsieur Luc Ramos, quoi, parce qu'il y en a où ça aurait pu être plus sévère pour l'UBB. Pour revenir juste sur Yassi, alors il fait une action d'éclat incroyable, son spin move et sa chisteria pour Lucu qui sert ensuite Gazzotti pour l'essai de Marco. L'action est incroyable. Pareil, à un moment, il fait un déboulé où il sert Mathieu et Mathieu ensuite essaie de faire un peu la même chose, mais du coup, ça finit en touche. C'est très bien. Par contre, je trouve qu'il y a des manquements qui sont. Tu as mentionné ces deux fautes. C'est absolument. Enfin, en fait, ce qui t'apporte est bien, mais je trouve qu'il te coûte trop, beaucoup trop par rapport à ce que. Enfin, en fait, son plus moins sur son match, il est négatif. Enfin, certes, c'est un magicien qui peut débloquer des situations, mais dans les deux sens. Et en fait, j'ai du mal. non mais c'est vrai que, en plus, enfin autant parfois tu peux, moi je peux être indulgent sur, il est mal placé. Voilà, il a peut-être pas le Q-rugby d'autres super joueurs, mais là, là c'est juste ne pas pousser les gens. Pour moi, c'est pas très compliqué, quoi. C'est comme Ouberti, tu vois, c'est un joueur que je défends énormément parce que c'est un guerrier, etc. Mais là, c'est pas possible de monter comme un débilos. En plus, ça sert à rien. Enfin, si tu vas pas au saut, ça sert à rien. Et en allant si vite, même à la retombée, c'est même pas sûr que tu chopes le mec. Ralentis un peu et accélère sur le dernier moment dès qu'il est au sol, quoi. Tu vois. Enfin, je et ces fautes, en fait, elles nous mettent dans le jus parce qu'en fait, alors déjà, Pablo, on finit à 10 minutes, enfin à 14 contre 15, et Rayassi, on repart de notre camp alors que en fait, il y avait pas de pression, quoi. Et donc après, ça, c'est du travail, c'est-à-dire qu'après, il faut faire des contres en touche, il faut faire des molles, il faut faire 30 plaquages, alors qu'en fait, on était dans leur camp, ils auraient pu nous rendre le ballon. Et du coup, c'est vrai que c'est un gros problème. Donc, tu vois, il y a les sorties de camp qui n'ont pas été très bonnes, les fautes bêtes, les points. En transformation, on a 33%, on loupe 4 points qui sont pas non plus les plus compliqués. Et c'est vrai que ça change un peu le match parce que quand Buros marque, si tu es à 21-17, peut-être que t'as pas les mêmes lancements de jeu dans les 50 et peut-être que
Buros, il se retrouve pas tout seul à vouloir faire un appel de croisé avec Big Ben, quoi. Et peut-être qu'on aurait joué au pied. Et donc tout ça sous ces tout petits éléments, j'ai trouvé aussi qu'on, bah, du coup, toujours pareil sur Buros, on a manqué un peu dans l'exécution. Alors, on est bien aidé par la grosse défense paloise, mais dans l'exécution, on a été parfois imprécis, on fait tomber les ballons, et eux, ils sont pas pris la tête, hein. Grand coup de pied devant, et ils ont des sprinters, et après, ils nous mettent la pression. Donc, ouais, je pense on s'est pas du tout rendu de match facile pourtant, on avait des bons éléments, mais pour pouvoir concurrencer tout le long du match cette équipe de Pau. Voilà. Il a fallu être un peu plus précis sur tout, et ça n'a pas été le cas, quoi. Ouais, et puis encore une fois, peut-être qu'on focus un peu trop l'arbitre, que ce soit les observateurs, mais aussi les joueurs. C'est pas la première fois qu'on le dit, mais 42e, je crois, ou 43e. C'est Poirot Poirot. qui il hurle sur un mot. Encore une fois, hein, on est Il très aurait pu heureux. Ah siffler, ouais, hein. on est très heureux que Luc Ramos ne dise rien, parce que là, il est à 2 mètres de lui et Poirot lui gueule dessus. C'est. Enfin, moi, le match de Jeff, je sais que toi, tu l'as plutôt bien aimé. Moi, rien que pour ça, en fait, en tant que leader, j'ai trouvé que c'était pas bon. Quand il se retrouve aussi dans la ligne au moment de la percée de Van Rensburg, bon, ça, c'est plus une question d'appel et de timing, mais enfin, tu vois, même j'ai l'image aussi d'un coup de sifflet de l'arbitre et puis que Boris Palu éclate de rire un peu en mode frustration, quoi. Mais un peu que ça dégage le sentiment de on a l'impression que l'arbitre est contre nous et ça c'est assez récurrent cette saison, enfin en tout cas ça fait plusieurs fois qu'on le note. Ouais, j'aime pas trop ça et je trouve que c'est assez enfin c'est quelque chose qui revient cette saison, quoi. Et ça peut nous desservir, hein, tu vois, forcément. Ça n'a pas été trop le cas Donc, ici, hein. non, non, mais tu vois, on peut saouler les arbitres, quoi. Donc, et quand tu saoules un arbitre, ça peut être très très compliqué. Donc, ouais, ça, c'est une problématique. Effectivement, on n'a pas été, il n'y a pas une pénalité qui a été retournée, mais Poirot, c'est vrai que j'étais très surpris, surtout qu'en plus on est dans le match encore, quoi. Mais Donc c'est la là, c'est pareil. 42e. C'est-à-dire que tu fais ça, logiquement. Alors oui, peut-être qu'il t'a pas récompensé, mais c'est pas grave, quoi. Tu hurles pas comme ça, quoi. Et au contraire, tu vois, quand tu as ces deux pénalités sur mêlée là, où Colashvili il fait le filou avec Sadi, eh ben là tu vas parler à l'arbitre plus sereinement, plus calmement, et tu lui demandes de regarder. Et je crois que c'est du coup plutôt son assistant, non, il me semble, qui dit qu'il y a peut-être quelque chose, et du coup il change de côté sur les mêlées ensuite. Mais en fait, ça sert à rien d'être agressif ou limite irrespectueux. Il vaut mieux essayer de discuter et de pointer un peu ce qui peut ne pas aller du doigt, quoi. Bah c'est ça, ouais. Et effectivement, là, si calmement il va le voir plus tôt, parce qu'en fait, ça dit, moi, je pense que Kolash a un problème de liaison. D'ailleurs, quand après Luc Ramos a changé de côté, les deux mêlées que Sadi a jouées, elles ont été propres. Donc je pense que c'était une histoire de liaison et de poussée. Mais effectivement, là, au lieu de crier sur un rug, si on va le voir en lui disant, Monsieur l'arbitre, est-ce que vous pourrez regarder les liaisons, voilà, tu vois, tu discutes avec Sadi, Sadi il va te dire là, ce qui se passe. Est-ce qu'il est trop loin, pas trop loin, etc. Et comme ça, il va changer de côté. Et effectivement, là, je trouve ouais, on fait trop les victimes, je trouve. Du coup, on râle pour tout. À chaque décision, on râle. Pareil, tu vois, sur un grattage, bon, qui n'est pas sifflé comme tel, mais de Maxime Lamotte, Luc Ramos lui dit non, vous avez jamais soulevé le ballon, voilà, et joué. Et pareil, c'est un moment où tu vois, on crie sur l'arbitre, on se sent lésé, et du coup, bah, c'est de la flux qui part sur des choses qui Ouais, c'est n'en ça. valent pas la peine, quoi. Tu perds de l'énergie, c'est ça le problème en plus. C'est que tu perds de l'énergie à faire ça. Alors, il y a des joueurs qui sont plus habitués que d'autres. Cameron, il est très, il a développé ça. Mais sinon, les autres, tu perds de l'influx nerveux. Mais tout le monde était énervé, hein, t'as raison. Poirot, c'est très rare de le voir autant agacé, à part sur Pollock. Après Van Resbourg, pas Van Resbourg, lui, ça lui arrive souvent. Lamotte, pareil, hein, c'est rare de le voir aussi agacé. Donc j'ai l'impression qu'il y avait une frustration. Je pense qu'on c'est pas anodin avec le fait que Pau nous ait secoué. Je pense qu'on sentait que le match nous échappait un peu et que nous, quand on faisait les efforts, on n'était pas récompensés. Et donc du coup, on pensait qu'on n'était pas récompensés et donc du coup, on se frustrait.
Mais voilà. Je pense que c'est parce qu'on n'était pas assez dominant et donc on s'est un peu agacé assez rapidement. Mais effectivement, c'est un Mais je problème. trouve, tu vois, que c'est un peu quelque chose de systémique au rugby. Et je trouve de plus en plus, encore plus cette saison, quel que soit le match, quelle que soit l'équipe, l'équipe perdante va dire cet arbitre est nul, cet arbitre il nous en veut, cet arbitre n'a pas le niveau top 14. Et ça, c'est un peu une ambiance générale où bah, en fait tu pars du principe que l'arbitre est nul, que il va prendre les mauvaises décisions, que toi depuis ton canapé ou toi sur le terrain, bah, tu vas mieux pouvoir prendre les décisions alors qu'on connaît la moitié des règles. Et je trouve que ça se reflète un peu dans le comportement des joueurs, en tout cas cette saison plus que la saison passée, en tout cas à l'UBB parce que je n'ai pas la prétention de regarder tous les matchs. Mais je trouve que de plus en plus, on râle sur l'arbitre, on remet en cause ses décisions. Et tu vois, le nombre de personnes sur les réseaux qui ont dit que Luc Ramos était nul, que, enfin, je trouve ça hallucinant. Et alors que, en fait, toutes les décisions, elles sont expliquées, que pas mal de décisions bah, sont allées quand même plutôt dans notre sens et auraient pu être pires pour nous. Donc, je trouve que c'est vraiment une ambiance qui est très propre à cette saison de Top 14. C'est que vraiment, là, les arbitres sont vraiment critiqués pour, je pense, pas grand-chose. Après, peut-être qu'on en parle, je sais pas. Peut-être que nous on le voit plus, mais franchement, pour le coup, le rugby, ça a été, alors autant les joueurs font très peu de remarques normalement aux arbitres. Ça fait encore partie d'un sport où il y a moins de contestation parce que forcément, en plus, il y a ce pouvoir des 10 mètres qui peut être extrêmement important au rugby, qui est un sport de gain de terrain. Mais ça a souvent quand même existé, hein, même les dirigeants. Oui, oui. On se souvient de Boudjelal. Après, t'avais un compte, par exemple, De Laporte avec ouais, comment il s'appelle j'ai oublié, le- qui a maintenant une chaîne une chaîne YouTube, ouais. YouTube. Et même, tu vois, t'avais un compte Esprit de la règle sur Twitter qui est extrêmement présent et qui tentait d'expliquer à chaque fois les décisions arbitrales. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il a arrêté, euh, c'est que c'est qu'il sentait en fait que c'était tendu et que lui il devait prendre un peu, tu vois, il devait mal vivre en fait le fait d'expliquer les règles, quoi. Ouais. C'est Laurent Cardona, l'arbitre, qui a une chaîne Ouais, YouTube. Mais je t'as trouve raison. que crier sur l'arbitre, on le voyait peu. Là, ça fait deux fois où on le voit avec Van Rensburg, je sais plus quel. C'était pas Pau, d'ailleurs, C'était oui, Pau, je à crois. domicile. Là, Oui, Jeff, Woki, bon, alors il crie pas, peut-être pas autant, mais en tout cas, il papote bien. Voilà, viral. ouais. Et du coup, en fait, je trouve que ça alimente un peu ce biais-là qu'on peut avoir où, en fait, tout est la faute de l'arbitre et de toute façon, les arbitres sont nuls. Et voilà, j'ai juste peur que bah, ça continue à aller comme jusqu'au foot où, bah, en fait, plus personne respecte les arbitres et du coup, tout le monde gueule pour rien, quoi. Et surtout les joueurs. Mais comme tu dis, il a des super pouvoirs, l'arbitre, que n'a pas l'arbitre au foot. Pénalité retournée, les 10 mètres, etc. Là, il en a pas fait usage, mais il aurait pu. Oui. Enfin, surtout sur Poirot, là, pour le coup, Ouais, là, je suis ça d'accord. aurait un moindre mal. Autre point négatif, bah, pour moi, c'est la charnière. À eux deux, ils ratent 8 plaquages, 4 chacun. Ça a été compliqué. Max Lucu qui fait des coups de pied directs en touche, qui rate des plaquages, ça aussi c'est du jamais vu. Enfin, là il en rate 4. Là, à 4, quand il rate les deux ensemble sur Ewatt, sur l'essai du troisième ligne, enfin, qui jouait centre palois. Ça a été compliqué dans l'animation, comme on disait tout à l'heure, ils n'ont pas trouvé les bons joueurs aux bons endroits pour essayer d'apporter un peu de percussion, comme un Big Ben, comme un Caso dans de meilleures dispositions. Voilà. Narag, il va falloir qu'il enchaîne, hein, comme tu dis, comme Desperes, il va falloir qu'il prenne des matchs et c'est très bien qu'il en prenne. Voilà, il a 19 ans, il faut qu'on soit patient, il ne faut pas lui tomber dessus. Toujours est-il que si c'est Joey qui fait ce match-là, je pense qu'il prend très 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 cher sur les réseaux sociaux. Voilà, ça n'a pas été ça, c'était beaucoup mieux contre Castres, mais force est de constater que sur ce match-là, on s'est fait dominer à la charnière en tout cas. Ouais, clairement, on a perdu ce duel complètement, que ce soit titulaire ou remplaçant. Et ouais, Joseph, de toute façon,
on avait prévenu. Moi, en tout cas, je l'avais indiqué. C'est un jeune 10, très jeune 10, qui forcément, on est à un poste. Tu m'avais posé la question, mais quels sont les postes qui ne sont pas à maturité tardive? Et du coup, je t'avais fait une petite liste. Et c'est vrai que le 10, il faut enquiller des matchs, quoi. C'est comme pied droit, c'est comme numéro 15. C'est des zones où forcément, et surtout numéro 10, parce que t'as une prise de décision qui est importante, t'es proche de la ligne, tout va plus vite, que ce soit chez les jeunes et là. Et forcément contre Castres, on avait plus d'avancée et donc il y avait un peu plus de liberté. Et forcément, quand on a un joueur de 19 ans, eh ben, on a des hauts et des bas parce qu'il faut aller chercher cette régularité que tu n'as que quand bah, tu joues. En fait, on a eu deux très mauvais exemples dans l'histoire des 10, qui sont Romain Tamac et Mathieu Jalibert, mais ça, c'est pas la normalité en fait. D'ailleurs, on le voit bien, hein, ces deux 10 qui, alors, là en 2022 et là actuellement, qui font partie, qui sont, pour moi, qui étaient les meilleurs 10 du monde, quoi. Romain en 2022, il marchait sur l'eau et Mathieu là en ce moment, il marche sur l'eau. Mais en fait, ça c'est pas normal qu'à 19 ans ou 20 ans, ils étaient aussi performants. Desperez, tu vois, il a 75 matchs de top 14 avec Pau, donc pas tous titulaires. Il a raté beaucoup de matchs, mais il a engagé de l'expérience petit à petit. Et là, on lui a donné sa chance, mais c'est à 22 ans, quoi. Donc c'est 22 ans, c'est 4 ans de plus 3 ans de plus que Joseph. Donc ouais, ça prend du temps. Il faut être patient. Parfois, on n'a pas trop le temps. Et c'est pour ça qu'il faut être épaulé par un mec un peu plus expérimenté. C'est pour ça aussi que, tu vois, il y avait Max à côté. Et c'est vrai que Max, peut-être, en a trop mis pour compenser et pour épauler Joseph. Peut-être qu'il n'a pas laissé assez de liberté à Joseph, où ils sont pas assez partagés, que ce soit ben, le jeu au pied tactique. Je sais aussi qu'il y a le but, parce que Joseph Lagarag est un très très bon buteur, tu vois. Mais bon, après Max c'est le numéro un, donc ça s'entend. Mais voilà, il y a peut-être eu une partage où Max a voulu un peu prendre plus la pression, même en défense, tu vois. Est-ce que Max il s'est pas jeté parfois sur des plaquages où il aurait pas dû être, tu vois, et qui fait qu'il se fait avoir, tu vois, parce que il se fait Daubagné à un moment il se prend un raffut, après Iwat, ouais, il a été un peu en difficulté, notre Max, mais bon. Pareil, pas inquiet. Joseph refera encore pas mal de bons matchs, mais il faut lui laisser du temps. C'était l'avantage en fait d'un Carbery, c'est que, alors oui, il n'était pas exceptionnel, oui, il pouvait pas faire une percée comme Joseph, oui, il pouvait pas faire de Chistera comme Joseph, mais il avait cette constance ben, que tu acquiers avec le temps et que la RAG va forcément acquérir. Là, il prend énormément d'expérience, donc c'est un très bon signe et c'est très bien pour lui, mais il va falloir attendre quelques années pour qu'il trouve toute cette régularité, hein. Quand tu vois Reus aussi qui va arriver l'année prochaine avec nous, bah, il commence déjà à avoir pas mal de matchs top 14 et tu vois parfois il est encore en difficulté. Donc c'est un championnat qui est très compliqué, il faut du temps. Voilà. Il y a Mathieu Jalibert et Romain Tamax, c'était des exceptions. Les autres, il faut du temps. Même Léo Berdeux qui a commencé très tôt à Agen, il est venu vraiment ultra solide à 22-23 ans, où il a commencé vraiment à enchaîner des bonnes perfs. Et après, avant de devenir un joueur de classe mondiale, là, il faut attendre encore un peu plus tard, tu vois, 26, 27, 28 ans. Généralement, c'est 28 ans le prime des 10, si on n'est pas pété, quoi. Ouais. Bah, laissons-lui le temps et effectivement, de toute façon, on a peu de doutes sur le talent du garçon. Moi, j'ai un dernier point négatif et après, je pense qu'on pourra enchaîner, à part si t'en as d'autres. C'est que bah, à la 70e, en fait, tu t'envoies des quilles, mais en fait, on a perdu un peu peut-être parce que si on pensait qu'il n'y avait plus rien à jouer, et sûrement d'ailleurs, hein, parce que le score était déjà fait et que ça aurait pu être dur d'aller chercher un point de bonus défensif. Mais quand je vois qu'à la 70e, on fait des quilles et qu'en fait, il n'y a plus personne qui monte, je me dis que bah, ce qui avait servi contre Castres à Montauban, là, on l'avait plus du tout. Et du coup, cette hargne et ce combat jusqu'à la dernière minute, bah, là, on l'a pas eu. Et après, bon, enfin, on n'aurait pas eu grand-chose à aller chercher, mais je trouve ça un peu dommage de ne pas jouer le match jusqu'à la fin, quoi. Ouais, je pense que là, c'est moralement. Je pense qu'on a été un peu touché. Là, ça va gamberger avant Toulouse. Voilà, il va falloir remobiliser les mecs. Ouais, et puis il y a deux Pour ça. semaines qui vont faire du bien, de vacances. Franchement,
On a le temps de s'en remettre. Est-ce que tu as d'autres points négatifs? Sinon, on passe au point suivant. Non, mais moi, c'est tout bon. Je pense qu'on a fait un bon spectre. Ouais, je pense qu'on a balayé quelques points à corriger quand même là pendant une demi-heure. Je vous propose qu'on passe de suite au point classement. Et au point classement, l'UBB qui était troisième dans les talons de Pau, glisse à la cinquième place avec toujours 50 points. Pau est à 55. Bon, Toulouse loin devant avec 67. Troisième, Montpellier avec 53. Quatrième, Clermont avec 51. Et derrière nous, le Stade français Paris avec 49. Sixième. Septième, du coup, hors des places qualificatives, Toulon avec 45 points, comme le Racing qui est huitième. On a un petit peu de marge sur le Toulon et le Racing, donc il ne faudrait peut-être pas voir cette marge-là s'envoler. Mais bon, on est toujours dans le bon wagon. Là, ça va se jouer entre 5 équipes pour ce top 2 et ensuite qui reçoit sur ces barrages. Donc ça va être intéressant ce petit sprint final là. Sachant que Ouais. en termes de calendrier, tu l'as dit, on reçoit prochain match de top 14, on reçoit Toulouse le 22 mars. Ensuite, on se déplace à Lyon. Ce serait pas une mauvaise idée d'aller y faire un coup. Toulon a fait un match nul là-bas ce week-end. Et ensuite, break de Champions Cup. Et ensuite, on se redéplace à La Rochelle. Et là, ce sera le 18 avril avant de recevoir Montpellier. Donc là, on enchaîne juste 2 matchs de top 14 avant de rebasculer sur la Champions. Ce serait bien de faire 2 victoires. Ouais. Après, il faudra voir par rapport à l'année dernière comment on va gérer nos internationaux. Ça peut être sympa. Moi, je pense que des mecs comme Louis, peut-être Yoram, Nico. Alors, Louis, déjà pas le faire jouer et faire jouer Madoche et peut-être le faire attaquer contre le Loup. Mathieu, pareil. Et Ah, tu tu les vois, ferais faire pas jouer un. contre Toulouse? Non, ouais, j'aurais. Après 2 matchs de 80 minutes contre l'Écosse et l'Angleterre, j'aurais un. Sachant que Je ferai une Mathieu a équipe. pas joué dernier match. Ouais, je ferai une équipe mixte parce que ça ferait 3 matchs. Alors, soit en fait, je fais jouer Mathieu contre Toulouse et je le mets au repos contre le Loup. Loulou, par contre, lui, je le mets au repos contre Toulouse et je le fais jouer contre le Loup. Et après, entre Moefana, Deporter et Van Resbourg, je fais une rotation de Moefana, Deporter suivant le match, Toulouse ou le Loup. Et en fait, à chaque fois, je garde Van Resbourg titulaire. Tu vois, comme ça, après, Moefana et Nico se reposent un match. Mais tu vois, Mathieu, ça ferait 3 matchs, 3 matchs. Ouais, ça va être compliqué. En tout cas, ça va être une question à poser parce que c'est vrai qu'il a, tu vois, t'as 3 matchs de 80 minutes. On sait que Mathieu part un peu en délicatesse. Je sais pas. Ouais. Ça, Non, ça va être. C'est vrai que l'an dernier, je sais plus exactement comment on avait fait, mais il me semble qu'on avait l'Armada contre Toulouse et que eux avaient reposé tous leurs joueurs sur ce c'est ça. match-là. C'est vrai que là, il y a des points qu'il faut prendre absolument, que derrière, tu enchaînes directement avec Leicester. On va voir comment c'est joué, mais il y a des joueurs qui risquent d'enchaîner encore beaucoup, je pense. Parce qu'après, il y aura forcément des vacances obligatoires. Ouais. Je pense que et donc il Mais va falloir les moi, je prendre. pense que ce sera plutôt contre Lyon qu'un Loulou va être économisé ou que. À voir. Ok. On verra de toute façon. C'est Oui. dans un mois à peu près. Un peu moins, remarque. 3 semaines, 2 semaines pour Toulouse, 3 semaines pour Lyon. Voici pour le point classement. Hâte de suivre du coup la fin de ce top 14. Il reste 8 matchs. Ça va être passionnant. Je te propose qu'on passe aux actus du club. Et pour commencer les actus, on en a parlé dans l'intro. Les Lions ont perdu, c'était diffusé sur Canal Plus Sport. Bon, c'est dommage. Défaite 27-20. Elles étaient menées 20-3 à la mi-temps pour le compte de la 11e journée d'AXA Elite 1. Prochain match le 14 mars, donc pas ce week-end, celui d'après. Ce sera la réception de Lille à Sainte-Germaine. Je crois que tu n'as pas pu voir le match, moi non plus. Donc on va être assez limité sur l'analyse. En tout cas, elle reste troisième de la poule. Donc les 2 premières places semblent désormais promises à Toulouse et Romagna. Faudra se battre pour rester troisième jusqu'à la fin et affronter potentiellement, du coup, ce serait plutôt Romagna en demi-finale. Ouais. Ces 2 premières équipes sont plus en forme. Après, je sais pas s'il y avait des absentes, mais bon, voilà.
C'est comme ça, hein. On a loupé le coche en ce début de saison, hein. C'est là où, à domicile, on s'était fait avoir par Romagna. Et là, à l'extérieur, c'était un peu plus compliqué, surtout qu'on a pris un peu l'eau visiblement dès le début, quoi. Oui, c'est ça. Mais du coup, deuxième mi-temps plus convaincante, sachant que là, on a la 12e journée et qu'après, il y a le tournoi destination féminin qui va prendre la place. Ouais, ça va bouger quand même jusqu'à la fin de saison. Autre news, Bastien Verentaillefer qui se dirige vers Pau finalement. Très content pour le joueur. En fait, pour moi, c'est vraiment le typique du transfert, enfin du move gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour l'UBB parce que tu allèges ta masse salariale pour accueillir Tamoulis, rien que ça. Gagnant pour Bastien Verentaillefer parce qu'il rejoint un projet quand même très séduisant. On l'a vu ce dimanche que potentiellement il va avoir un peu plus de temps de jeu, même s'il y a quand même du monde sur cette troisième ligne. Et gagnant pour Pau parce qu'il récupère un besogneux, un très bon troisième ligne qui connaît le top 14 par cœur. Donc pour moi, c'est vraiment très très bien et on est très content pour Bastien qui l'atterrisse à Pau et pas dans d'autres projets peut-être un peu plus caducs. C'est ça, exactement. En fait, là, il va rentrer dans une équipe compétitive, donc c'est cool. Puis pour le coup, c'est un système qui va pas trop le perturber parce que c'est quand même un système qui est assez proche du nôtre. Donc parfait pour lui et on espère qu'il va continuer à bien jouer, bien progresser. Donc on est vraiment content pour lui qu'il ait trouvé ce point. Un autre joueur qui a trouvé un beau projet et cette fois-ci c'est plus en prêt pour finir la saison. Il va un peu essuyer les plâtres pour Hugo Boniface. C'est Zinedine Awad qu'on avait reçu dans ce podcast qui est prêté à Vannes. Donc en Pro D2, Vannes qui est largement leader. Trop bien s'il arrive à récupérer du temps de jeu, un trophée, ça peut être une super expérience pour lui. Ouais, c'était extrêmement surprenant qu'il atterrisse là-bas. Je pense que même lui-même il était surpris parce qu'il visiblement il n'était pas du tout prévu pour Vannes, mais bon, Vannes qui a quand même beaucoup de piliers. Alors je sais pas s'il y a énormément de blessés, mais on espère quand même qu'il va pouvoir faire des feuilles et prendre de l'expérience. Bon, l'avantage de Vannes, c'est qu'ils pourront se permettre de faire jouer un joueur moins expérimenté vu la marche qu'ils ont en Pro 2. Quand tu vois la branlée qu'ils ont mis à Colomiers, enfin Ouais. la branlée, un gros score, alors que Colomiers est quand même Deuxième. une des grosses équipes. Oui. Ouais, voilà. Ouais, non, mais trop bien pour lui. J'espère vraiment qu'il va pouvoir jouer et remplir l'armoire à trophées. Côté U20, on reste avec les espoirs. On a 3 joueurs qui vont affronter l'Écosse ce vendredi soir. Donc les classiques, Adrien Drault en 13 et Ruben Pargade en pilier droit, mais qui sortira du banc, donc numéro 18. Et puis un petit crack qu'on va enfin pouvoir voir à la téloche, Elijah Ipsayen, qui sera lui titulaire au poste de numéro 8. C'est enfin qu'on peut le voir jouer, lui qu'on attend depuis si longtemps. Ouais, je suis soulagé de le revoir. Non, c'est cool. Franchement, ouais, il a pas eu de chance entre sa suspension quand même assez sévère, hein, parce qu'il avait mangé 5 ou 6 matchs, hein, enfin, un truc énorme pour un plaquage bon, qui n'était pas non plus ultra violent. Et après sa blessure à la cheville, donc voilà, il arrive à sortir un peu là, la tête de l'eau. On espère qu'il s'est créé une carapace de folie avec beaucoup de muscu. Les premières photos qui étaient sorties, il avait l'air assez impressionnant d'ailleurs. Mais voilà, qui s'est fait une grosse carapace, qui en a profité pour faire une énorme préparation. Parce que je pense que, alors en U20, je pense qu'il va rapidement gagner sa place, mais j'aimerais bien le voir quand même faire quelques feuilles de match, notamment les matchs avant les Champions Cup, tu vois, pour faire reposer des mecs qui ont beaucoup joué comme Mathieu, etc. Ce serait intéressant, soit de le voir titulaire, soit sur un banc 6+2 pour apporter un peu d'impact dans les 20 dernières minutes. Quand on voit le 8 géorgien qui était aussi U20 de Toulon, Chevili. alors j'ai pas... Ouais, bah, bien joué, parce que j'avais pas du tout Ils en parlent voilà. tellement que du coup tu retiens un peu quoi. Et du coup, qui était aussi au-dessus en U20, et on voit qu'il a fait pas mal de dégâts sur son premier match, donc j'ai hâte de voir Elijah avec nous, et déjà avec les Ouais. U20, ça va être sympa de le Ce voir. sera vendredi soir, je crois, à 19h et des brouettes sur la chaîne L'équipe. Concernant les grands, bon, il n'y a pas tellement de surprises sur les appelés. On espère voir Jalib titulaire en 10, notre paire de centre titulaire aussi, avec Loulou sur le côté. Maxime Lamotte, s'il peut aussi prendre quelques minutes, ça peut être cool.
Voilà à peu près ce qu'on peut attendre de ce match. Nous, en tant que Bordelais, sur les joueurs à voir, ce serait bien nous, on enregistre mercredi soir. La conférence de presse est à 11h30, donc la compo sort à 11h30. Donc on aura le verdict pour le match qui est samedi à 15h. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter Ouais. sur ce match-là. Bon, moi je pense à mon avis, la paire de centre, euh, sera titularisée. Bah, on À espère, mon ouais. avis, on verra du mauvais fan des Porters, même si la paire paloise a bien Ouais. joué. Je pense que pour les 2 derniers matchs, on devrait revoir notre paire bordelaise. Bah, on se le souhaite parce que le dernier match c'était un peu tristoun avec juste Louis Bielbiaré. Ouais, On a fait le tour pour ce petit épisode. Alors la semaine prochaine, je pense pas qu'on fera un épisode. Peut-être qu'on essaiera de trouver de quoi faire un hors-série. Si vous avez des idées ou vous nous dites. Je pense pas qu'on fera un épisode normal. Comme ça, nous aussi, on part en vacances. Mais en tout cas, on vous souhaite à tous une très bonne semaine, une très bonne trêve. Parce que là, il y a 2 week-ends sans top 14, ça va être long. Voilà, on espère qu'on vous a fait un peu digérer cette déception du dimanche soir qu'on attendait tous. On espérait tous un résultat favorable. Bah, c'est pas toujours possible dans le sport et faut pas oublier que quand tu es supporter, tu subis beaucoup plus que tu n'exultes. En tout cas, en règle générale, il y a qu'un vainqueur à la fin et du coup, c'est pas toujours ton équipe, même si nous, on a gagné un trophée la saison précédente. Yannou, bon, toi aussi, remets-toi bien, hein, continue ta cure sans réseaux sociaux, enfin en tout cas Twitter. ouais, Et puis, je te souhaite un bon match devant ta télé vendredi soir et samedi après-midi. grave. Allez, ciao tout le Salut monde. à tous.